On a encaissé près de 5 millions d'euros. J'ai pu travailler dans différents écosystèmes et petit à petit commencer à gérer des équipes de vente allant de 200 000 à plus de 1 million d'euros par mois. La grosse différence que je vois sur le marché, en fait, c'est de pouvoir créer un écosystème qui va être sexy, en fait, et qui va pouvoir attirer ensuite des A-players. Et je pense qu'il y a beaucoup de business qui sont à 20, 30K par mois. Ils connaissent pas précisément réellement leur avatar client, quoi. Franchement, avec des produits low ticket, tu vas attirer les pires clients. Le meilleur modèle pour scaler, c'est de faire du high ticket. C'est juste mathématique, quoi. Si tu vends une offre à 3K, c'est beaucoup plus simple que si tu vends une offre à 30 euros. Là, depuis le début du coach, je sais pas si vous avez vu, mais on a fait un pif à 3000 euros. Et nous, on n'est pas impliqués. Je suis pas en train de faire un live webinaire, on n'est pas en train de faire un challenge, on n'est pas en train de parler aux prospects. Et je pense que ce qui t'a amené à passer de 0 à 10K, 15K par mois sera totalement différent de ce qui va t'amener à passer de 15K à 50K, puis à 100K par mois. Aujourd'hui, on est avec Joseph, Alex, Tommy. On va pouvoir se présenter. Aujourd'hui, on bosse tous dans la même boîte. On a des résultats sympas, on aura l'occasion d'en discuter. Et ce podcast, il a vraiment vocation à parler aux coachs, formateurs, consultants, formateurs, infopreneurs en général, qui veulent scaler en ligne. On va avoir l'occasion d'en parler. Et le sujet du jour, ça va être directement très concret, un peu la roadmap pour aller jusqu'à 100K par mois et plus. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui stuck à 10, 20, 30K et qui ont rapidement un plafond de verre. Alex, tu l'as peut-être même encore plus vu dans les écosystèmes par lesquels tu es passé, où tu as pu voir différents profils. Donc, ça va être le sujet du jour. Et juste avant de commencer, si chacun peut peut-être s'introduire. Alex, en premier, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, les résultats que tu as pu avoir pour motiver un peu les gens. Avec quel honneur il me fait parler en premier, quoi. Non, mais rapidement, moi, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis directeur commercial du coup de différentes boîtes, notamment avec Benoît et Joseph. Aujourd'hui, on accompagne des personnes en salariat ou des personnes en reconversion qui souhaitent développer une nouvelle compétence à travers le copywriting. Donc j'ai la chance de travailler avec vous maintenant depuis plus d'1 an. À côté, je gère d'autres équipes, dont une équipe qui a 15 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires. Donc on peut en partager d'ailleurs, et qui est l'équipe de Max Piccinini. Très rapidement, pour mon histoire, je vais essayer de faire rapide, mais je suis ancien militaire, originaire du Sud-Ouest, je pense que vous l'entendez, mais ancien militaire, donc j'avais rien à voir avec la vente. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais la phobie de répondre au téléphone jusqu'à mes 17 ans. Quand mon grand-père téléphonait chez moi, je me cachais sous le canapé pour pas répondre. Il y a eu des switches petit à petit, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais bref, je me lance dans l'armée, j'avais besoin de plus de liberté, donc je quitte l'armée au bout de quelques années pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Rapidement, les faits m'ont amené à faire du closing. Donc ça va faire plus de maintenant 6 ans. J'ai pu travailler dans différents écosystèmes, différentes branches, closer pour plusieurs millions d'euros à l'heure d'aujourd'hui. Et petit à petit, commencer à gérer des équipes de vente, justement, allant de 200 000 à plus de 1 million d'euros par mois, à 1,5 million par mois. Et voilà, rapidement, du coup, mon histoire, on aura l'occasion, je pense, d'en parler plus en détail. Ouais, mais en tout cas, voilà, Alex, on s'est rencontrés il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Paris, je crois. Un séminaire à Paris. Séminaire, ouais. Joseph. Et, T'avais des longs cheveux. ouais. Non, même pas. À l'époque, je crois qu'ils étaient courts. Vous avez cours, là. Ah ouais, c'est vrai. Et tout de suite, ça a fité. Moi, je le connaissais parce qu'il a travaillé vraiment dans des plus gros écosystèmes que vous pouvez connaître dans le business coaching, quoi. Au final, je pense que t'es OK de citer tes anciens clients. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai eu l'occasion de travailler avec Alex. J'ai démarré le closing, avec Alec Henry. Au tout départ, du coup, quand on a pu scale, où le mot closing n'existait même pas en France. Dans les premiers, il y avait Dan Lok à l'époque sur le marché canadien, pour ceux qui connaissent, high ticket closer, c'est-à-dire les anciens. Donc Alec Henry. Après, j'ai eu la chance de travailler pendant longtemps aussi, qui a une super collaboration avec Julien Musi dans No Limit Impact, où justement on accompagnait à l'époque des personnes, des infopreneurs à scale jusqu'à 100 000 euros, 150, 200 000 euros par mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec Max Piccinini, puis d'autres écosystèmes dans la fertilité, dans l'immobilier. Donc on a vu dans différents domaines, quoi. Non, mais voilà, je voulais mettre en exergue le fait que tu as bossé vraiment dans des belles boîtes sur le marché français et justement, tu as été confronté à ces problématiques parce que c'était des gens que tu as closés et surtout qu'au-delà de ça, tu suivais un peu la livraison, tu voyais comment ça se passait, leur transformation. En tout cas, merci. Tommy, peut-être si tu veux te présenter aussi, s'il te plaît. Yes, ouais, je vais faire un peu plus court qu'Alex pour pas que ça dure 2 heures, mais non, moi, du coup, ça fait plus de 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et dans la vente aussi à 100%, et j'ai eu l'opportunité du coup de closer pour des très gros environnements, notamment avec Alex pour Max Piccinini, où j'étais
également top performer de tous les écosystèmes dans lesquels je suis passé. J'ai pu voilà closer pour plusieurs millions. Du coup voilà avec ces personnes-là, c'était ultra enrichissant. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu aussi faire des challenges. Pareil, j'ai fini top performer. Je suis beaucoup monté en compétences assez rapidement. Et du coup, ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir manager des teams. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille ensemble tous les quatre, où je suis aussi directeur commercial avec Alex sur quelques sales teams qu'on gère, où on fait plusieurs millions aussi à l'année. Et puis, on vise les 40 millions cette année. Donc, let's go, quoi. Let's go. Et toi, est-ce que tu avais peur de prendre le téléphone quand tu étais petit ou pas? J'avais pas peur de prendre le téléphone, mais par contre, j'avais cette vision au début de la vente où en fait, il y a le côté qui m'intéressait de la vente et le côté où je me disais, ouais, mais les commerciales, tu vois, qui essaient de te vendre des choses et tout. J'étais pas trop aligné avec ça jusqu'au moment où j'ai compris la différence entre vendre un produit et vendre une transformation. À partir de là, tout a changé pour moi et du coup, ouais, j'ai pu bien exceller dans ce domaine-là et je prends 100% de plaisir. Ok, ouais, c'est intéressant. Et Zouzou, a.k.a. Joseph, du coup, tu peux te présenter un peu ton parcours. Pas depuis 2003, parce que toi, tu t'es lancé avant qu'Internet existe, mais... Ouais, dans le temps, j'avais encore des cheveux. Ouais, j'ai rapidement développé la compétence copywriting, stratégie des tunnels de vente et media buying. Et j'ai travaillé avec des coachs, notamment Brooke Castillo, leader aux États-Unis dans le coaching. Ensuite, j'ai travaillé avec Vincent Marshall et Duke Dog. Dans le temps, il était à 20 000, 30 000 euros par mois et je l'ai aidé rapidement à générer 2 millions, voire 3 millions par année. Et ensuite, on s'est rencontrés aux États-Unis, moi et Benoît. Et lorsqu'on est retourné à la maison, on s'est dit pourquoi pas lancer les copywriters. Et depuis, on a encaissé près de 5 millions d'euros. Pas facturé, mais encaissé. Et voilà, aujourd'hui, on partage notre expérience et avec les coachs formateurs qui veulent scaler, atteindre les 100K par mois avec un business simple, pas de webby, pas de challenge, pas de trucs compliqués, quoi. Ah ouais, ce sera peut-être une des conversations du jour. Donc en tout cas, voilà, Tommy, excellent closer. Alex aussi, avec Alex, le côté plus management, où il a plus d'expérience pour l'instant. Joseph, énorme geek du marketing direct et de la pub, des tunnels, etc. Et moi, je suis animateur toi podcast depuis 1998. Donc, ouais. Non, moi, c'est similaire à Joseph. J'ai commencé freelance copywriter. J'ai eu mes clients, ça a bien marché. Pour le coup, pas l'aspect technique, mais plus vraiment copy, product, avatar, marketing, pub. Et on s'est associés, on a fait un super produit, on a des super résultats et ça marche bien aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Du coup, pour enchaîner, peut-être sujet un peu large, en gros, qu'est-ce qui fait qu'un business scale à 100K par mois? Pour quelqu'un, pas qui part de zéro, parce que là, ça fait un gap trop loin, mais quelqu'un qui a déjà de l'attraction, qui a déjà validé des ventes, qui fait peut-être quelques 6 chiffres par an, donc 200, 300, 400K à l'année. Et en fait, il sent qu'il est bloqué, il n'arrive pas à passer le cap du million. Pour ça, moi, j'ai eu plein de prospects au téléphone, j'ai fait plein d'audits et j'ai différentes pistes. Alex, il a pu le voir aussi dans les écosystèmes, Tommy aussi, Joseph aussi. Donc, est-ce que quelqu'un a un premier truc qui lui passe par la tête sur le plus gros blocage peut-être qui empêche quelqu'un de scaler? Sachant que je pense que tout le monde aura son biais, genre nous le biais marketing, vous le biais sales/mindset. Mais vas-y Tommy, je sais pas si tu as quelque chose en tête comme on dit ça. Ouais, ce qui est important de notifier aussi, on l'a pas forcément dit, mais c'est que du coup, voilà, vous accompagnez vos clients depuis un mois maintenant et on s'est aussi associé avec Alex pour justement apporter nous plus le pôle sales, qu'on puisse maîtriser les deux compétences du marketing et de la vente. On va vraiment exploser nos clients là-dessus. Donc, c'est cool parce qu'il y aura une dualité, du coup, nous plus sur la vision sales, vous plus sur la vision marketing. Moi, du coup, de mon côté, si je suis plus focalisé justement sur le management et l'équipe sales, même si c'est lié forcément au marketing, mais la grosse différence que je vois sur le marché, en fait, c'est de pouvoir créer un écosystème qui va être sexy, en fait, et qui va pouvoir attirer ensuite des A-players pour pouvoir les nourrir de la bonne des manières. Parce que tout le monde aujourd'hui veut des A-players, tout le monde veut des sales d'exception, même s'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais en fait, avant ça, la première personne qui doit changer, c'est son entreprise. Donc, comment, avec le marketing et ensuite avec tout ce qui est processisé, l'écosystème, on va pouvoir attirer, donner envie d'avoir des A-players pour qu'ils puissent venir chercher de l'excellence déjà et ensuite performer. Je pense que c'est le goulot d'étranglement principal et on le voit beaucoup avec Alex, nous. Il n'y a pas assez d'A-players sur le marché, il n'y a pas assez de top écosystèmes qui peuvent en tirer. Ouais, et pour ajouter, tu vois, sur ce que tu disais, Tommy, je pense, et répondre à la question, je pense que le goulot, tu vois, à mon sens, qui permet à des personnes de scale ou pas, c'est soi-même, en fait. C'est les personnes. Et je pense que ce qui t'a amené à passer de 0 à 10K, 15K par mois, sera totalement différent de ce qui va t'amener à passer de 15K à 50K, puis à 100K par mois. Franchement, la première des choses, en fait, à changer chez les gens, et nous, c'est pareil, on va aller chercher d'autres paliers, mais ça va nous demander de faire de nouvelles actions,
de sortir de notre zone de confort et de remettre en question peut-être certaines choses qui ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne fonctionnent plus pour passer au boulot d'après. Et je pense que pour beaucoup, ceux qui sont à 15K par mois, 20K par mois, ils ont validé leur offre, ils ont déjà fait leur première vente. Maintenant, ce qui va les limiter, souvent, la plupart du temps, ce qu'on peut voir, hein, et ça, ce sera un sujet sur lequel on va en parler, je pense, mais c'est l'acquisition. C'est 2 départements, à mon sens, qui sont hyper importants, qui est l'acquisition et la conversion, donc le département marketing et le département vente, sans oublier bien évidemment la partie livraison où là ça arrive à tous les niveaux, il faut apporter des résultats. Mais c'est ce que je vois principalement, souvent c'est eux-mêmes en fait, eux-mêmes qui va les bloquer. Ouais, c'est intéressant parce que moi j'allais partir sur un truc complètement différent et après on va demander à Joseph. Mais et Tommy, tout de suite du coup tu évoques le côté équipe au final. En gros, tu peux pas arriver à 100K tout seul par mois. Et c'est vrai que j'aurais pas pensé à ça en premier truc et c'est vrai. Et là, j'étais à Vegas il y a quelques temps et Tanner, un entrepreneur américain qui cartonne, c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait quasiment jusqu'à 50, 60, 70K, tu peux être en mode chinois et je fais tout seul dans ma grotte. Mais forcément, si tu veux passer un cap, il faut t'entourer, que ce soit au niveau sales ou marketing. Et tu peux pas t'entourer si t'as pas le bon écosystème. Et comme disait Alex, si toi-même, t'as pas les épaules, entre guillemets, pour assumer le scaling, quoi. Et ça, je le vois beaucoup aussi. Il y a des gens qui disent je veux scaler, mais en fait, ils sont pas prêts, quoi. Ils veulent tout faire tout seuls, ils veulent pas déléguer, ils veulent être au fourré au moulin. Et du coup, bah, forcément, ils sont bloqués. Même pour ajouter sur ça, même le focus, tout le monde est dispersé, ils veulent essayer plusieurs choses en même temps, faire des webis, faire du contenu, faire des challenges. Et quand tu te disperses, bah, rien va fonctionner. C'est pour ça qu'avec Benoît, Alex et Tommy, nous on focus sur une chose, on le fait très bien pour avoir de super bons résultats. Et en faisant ça, ben, tu vas pas être dispersé et tu pourras avoir les résultats que tu recherches. L'effet papillon, c'est ce que je disais souvent, que moi-même j'ai pu voir, mais c'est la plupart on voit une lumière et on se dit putain elle est belle cette lumière et on va aller sur cette lumière là. Puis il y a une autre lumière et on va sur une autre lumière et on part un peu partout en fait dans tous les sens. Et c'est vrai que tu fais bien de le repartager Joseph, mais je pense on le connaît ce truc de one sync et de focus, une offre, un avatar client, un système de vente, un système d'acquisition et ça au moins pendant 1 an ou plus. Et je pense que, enfin juste je me permets, mais les gars, c'est une de votre force en fait. Aujourd'hui, si j'ai pu voir plein d'écosystèmes, tu rentres dedans, c'est des usines à gaz. Déjà, alors oui, ça tourne, mais c'est une usine à gaz, le truc, et qu'il y a plein de petits entrepreneurs qui essayent de faire la même chose, au lieu de se focus, en fait, sur un système qui est le plus lean possible, et qui peut déjà leur permettre d'aller chercher les 100K par mois, on va dire, facilement, entre guillemets, en faisant les bonnes choses. Peut-être un autre point, mais je suis tellement aligné avec tout ça. Genre, faut être focus, tu peux pas y aller tout seul, il faut faire une chose à la fois. Et un autre point évident, mais qu'on n'a pas commencé à aborder, c'est que bah, le meilleur modèle pour scaler et plus loin possible, c'est de faire du high ticket. En tout cas, je pense qu'on est tous convaincus là-dessus, même s'il peut y avoir certaines nuances. C'est juste mathématique, quoi. Si tu vends une offre à 3K, bah, c'est beaucoup plus simple que si tu vends une offre à 30 euros. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette thématique d'équipe, de s'entourer, d'avoir un bon produit. Parce que pour le coup, nous, on a expérimenté de faire 100K par mois en low ticket avec un produit à 97 euros. C'était l'enfer. C'est ce que tu viens de résumer. Ouais, c'est un bordel monstre. Et en fait, l'énergie pour vendre à 97, à 997, à 3000, genre, on vend littéralement plus facilement à 3000 euros que à 97 ou à 997. Et nous, on a vraiment vécu cette évolution où on avait peur de se lancer dans le high ticket et c'est peut-être le cas de certains qui ont des produits low ticket. On a des clients qui font du low ticket et qui sont dans cette tranche des 15, 20, 30, 40K par mois. Et en fait, ce qui fait peur, c'est de dire, OK, je dois mettre des coachs pour avoir un vrai pôle livraison et pas juste une petite formation toute seule. Et je dois avoir des closers. Donc ça sera l'occasion d'en discuter de votre côté aussi. Mais moi, personnellement, et Joseph aussi, on voulait pas, juste parce qu'on voulait pas de closer, qu'on s'est dit, on veut pas s'emmerder, on veut pas des humains, on sait pas gérer, on sait nous-mêmes pas vendre. Et moi, mon offre aujourd'hui, qui nous a fait plusieurs millions, je l'ai jamais vendue au téléphone. Ça sera peut-être l'occasion d'en discuter. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Et est-ce qu'on recommande aux entrepreneurs de vendre leur offre pour commencer? Mais en tout cas, voilà, et on vend plus facilement à 3000 euros qu'à 997 en webinaire ou à 97 en page de vente. Même hier, Benoît m'a envoyé un screenshot d'un client qui avait acheté un produit à 37 euros. Elle s'attendait à faire 100K par mois. Et ouais, Benoît m'a promis de faire 100K par mois. Ça n'a pas fonctionné. Je veux son aide personnellement. Sinon, je veux un remboursement. Et franchement, avec des produits low ticket, tu vas attirer les pires clients. Et aussi, tu vas pas avoir de produit égale petit engagement, tu vois. Ouais. Ça va avec un peu. Donc, en tout cas, en moyenne, quoi. Donc, c'est clair, c'est clair. Sachant que toi, Alex, aujourd'hui, enfin, toi et Tommy, chez Max, vous vendez des produits que les gens se rendent compte à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est même pas des produits, c'est des accompagnements, mastermind, etc. Il y a du présentiel, il y a du coaching, mais c'est même pas du petit high ticket à 3, 4, 5 000. C'est beaucoup plus Clair, c'est clair, on vend à 27, 37 000 euros. Et ce qu'on s'est rendu compte, en plus, même pour aller dans ce sens-là, c'est que c'est plus facile de leur vendre. C'est des meilleurs clients.
ils sont plus engagés, ils vont racheter. Donc la LTV est meilleure aussi, donc c'est des paniers moyens où on fidélise les clients et c'est eux-mêmes qui vont nous recommander et nous recommander aussi des clients qui sont à leur niveau, donc de meilleure qualité. Comparé à des plus petits clients où ça va être beaucoup plus dur à les livrer, beaucoup plus dur pour leur apporter des résultats et pour la plupart aussi, dans ce côté responsabilité peut-être, ça va être beaucoup plus challengeant. Non, je pense qu'effectivement, le focus a été vite orienté de notre côté et c'est pareil pour nous, quoi. Ouais, c'est peut-être une croyance aussi qu'on peut avoir. Moi, le premier, tu vois, de dire, bah, c'est plus simple de vendre un produit à 1000 euros ou 500 euros que vendre à 40 000 euros. Pour avoir closé, du coup, pas mal de temps pour des offres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les plus durs, c'était pas celle-ci. Les plus durs, c'était quand on allait downsell sur des personnes qui ont moins d'awareness, moins de confiance et tout. Donc, ouais, 100%. Le prix, en fait, c'est pas vraiment un indicateur. Ouais, de ouf. Mais en fait, c'est ça, c'est juste une question de client cible. Et hier, j'étais en sales call sur une offre que nous, on a à plusieurs dizaines de milliers aussi. Et en fait, ça me semblait tellement évident de lui apporter des résultats facilement que le ROI, pour lui, il sera facile. Donc, c'est aussi ça qui est bien. Et ce que disait Alex, mais je vais vraiment insister dessus, c'est que c'est plus facile d'apporter des résultats à quelqu'un qui est déjà en traction ou peu importe, que ce soit make money ou pas, hein, même quelqu'un qui est dans le sport. Bah, j'imagine que c'est plus facile d'amener quelqu'un qui fait déjà 30 pompes à l'amener à faire 100 pompes parce qu'il a déjà des mécanismes, il a déjà une rigueur, il a déjà l'habitude que quelqu'un qui est un peu fat, que ça fait des années il fait pas de sport et l'amener à juste faire 10 pompes, quoi. Et donc c'est vraiment une courbe exponentielle et donc vaut mieux prendre des gens qui sont dans le début ou qui sont déjà dans l'exponentiel que quelqu'un qui sont vraiment à niveau zéro. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose parce que moi j'ai trop Non, d'idées peut-être dans. pour résumer, tu vois, moi, Benoît, si on devait résumer pour ceux qui nous écoutent aussi et pour les aider, ça serait quoi, du coup, un peu, si là, il y a une personne qui nous écoute qui fait justement 15, 20 000 euros, tu vois, par mois, un peu justement les conseils à travers votre expérience, notre expérience, c'est qu'on pourrait lui donner, peut-être, un peu, alors encore une fois, il n'y a pas qu'une vérité en vidéo et c'est appliqué après dans mon business de la personne, mais un peu les étapes, tu vois, peut-être que tu mettrais en place pour déjà aller chercher les 40, 50, son cas. Ouais, et les étapes chronologiques aussi, parce qu'on donne beaucoup de conseils au niveau marketing et sales. Peut-être juste, tu vois, si on essaie de structurer ça, entre marketing, sales, justement, c'est quoi les 5 étapes primordiales, quoi. Perso, moi, je commencerai par l'offre parce que ce qui t'amène, tu l'as dit très bien tout à l'heure, à 10, 15, 20K, c'est pas pour moi, c'est pas forcément la même offre qui va t'amener à 100 et plus. Et j'aime bien dire que je commence, en fait, souvent, et c'est ça que je reproche un peu à certains modèles low ticket ou autres, c'est que c'est des véhicules qui peuvent t'amener de 10 à 40, 50, 60, etc. Mais c'est pas le même véhicule qui va t'amener à 100, 150, 200, 300, etc. Alors, si tu pars directement sur une offre scalable en trafic froid, high ticket, qui parle à un marché très précis, même si tu fais que, entre guillemets, 10 cas par mois, bah, tu sais que cette offre, elle peut t'amener à 100, mais elle va pas t'arrêter à 100, elle va aussi t'amener à 200, etc. Donc pour moi, je reverrai l'offre pour qu'elle soit scalable en trafic froid. Et souvent, c'est les gens qui sont un peu bloqués, c'est qu'ils vont pas chercher des inconnus, justement, ils se contentent à leur organique ou des gens très aware, très conscients. Et donc, naturellement, c'est pas scalable par définition parce que le marché, on sait qu'il y a 3% des gens qui sont prêts à acheter, 97% qui ont besoin de réfléchir et d'autres qui vont jamais acheter. Et ils visent souvent un peu que ces 3%. Et une fois qu'ils ont fait le tour, c'est pour ça, en tout cas, c'est ma croyance, qu'ils sont bloqués. Et donc, perso, je retravaillerai l'offre, même si c'est un truc classique que personne ne veut entendre et que ça fait chier tout le monde, offre, avatar, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est ce truc-là qui déclenche le premier palier. Je sais pas de votre côté si vous auriez dit autre chose. J'aimerais rajouter un petit truc aussi, c'est l'avatar. La majorité de nos clients, ils savent même pas à qui ils s'adressent. Genre, dans la perte de poids, par exemple, c'est Ginette, 45 ans, qui veut perdre du poids, mais ça, c'est pas un avatar, il faut que ce soit beaucoup plus profond. Et si tu maîtrises bien ton avatar, tu comprends ses peurs internes, ses peurs externes, ses désirs, ses rêves, à ce moment-là, tu pourras rédiger un vraiment bon message marketing qui va impacter justement le prospect. Et le prospect va se sentir compris, ça va créer de la proximité. À ce moment-là, il va passer à l'action parce que justement, le message résonne avec lui, tu vois. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on voit avec nos clients. Ils savent même pas à qui ils parlent. Leur message est pas trop bon, c'est pourri. Et juste le fait de retravailler sur ça, le marketing, par la suite, va être beaucoup meilleur, tu vois. Donc, Maîtriser la base, en fait, au final. Ouais. Maîtriser les bases, parce que c'est quelque chose, comme tu as dit, Benoît, tu vois. Moi, je suis pas du tout un crack en marketing, mais c'est vrai que je me dis, ouais, mais avatar, offre, je connais, tu vois. Je connais, donc il y a une différence entre, tu vois, savoir et vraiment maîtriser. Si je fais le parallèle avec nos sales, tu vois, c'est pareil, en fait. C'est comment déjà tu vas pouvoir maîtriser la base au maximum, être un crack déjà sur ça, et après, tu vas pouvoir aller chercher les millimètres. Et si tu pars dans tous les sens et que ta base déjà n'est pas solide, ça va être compliqué. Pour rajouter, tu vois, sur ça, justement, je suis 100% d'accord avec toi, c'est Benoît. Si on prend les fondations, à mon sens, d'un business, si on prend sur le premier palier, il y a réellement cette triade de avatar client,
positionnement offre, quoi. Mais ça, c'est de réellement le maîtriser et je pense qu'il y a beaucoup de business, de ce qu'on voit et corrigez-moi les gars, mais qui sont à 20-30 K, par mois. Ils connaissent pas précisément réellement leur avatar client, quoi. S'ils se disent: «OK, je le connais», mais réellement, nous, on va vraiment dans la précision et surtout, c'est qu'on connaît notre avatar client et on est connecté avec lui sans cesse, en fait, au quotidien. Chaque semaine, chaque mois, l'idée, c'est de continuer à comprendre notre avatar client parce qu'il évolue aussi, le marché évolue et c'est de rester de connecter à ça au maximum. Pour moi, enfin, juste pour revenir, ce serait la première étape, ça, les fondations. Une fois que tu as ça, tu peux passer au palier d'après, à mon sens, qui est comment est-ce que tu peux mettre en place un système d'acquisition que tu choisis, où tu vas rester focus, qui te convient, qui convient à l'avatar client et que tu vas rester focus, tu vois, sur plusieurs mois, quoi. Mais les fondations, à mon sens, c'est primordial, comme tu as dit, Tommy, hein, ce qu'on voit, nous, avec nos closers. Parce qu'il y en a plein, en fait, on cherche toujours les derniers skills, les dernières stratégies à la mode, les derniers concepts qui viennent tout droit des États-Unis, qu'on implémente sans trop savoir pourquoi, juste parce qu'on a vu nos mentors le faire aux States. Mais déjà, c'est de revenir aux fondations, en fait, de comprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'entends offre, c'est vrai que c'est résumé, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est le positionnement aussi sur le marché. Dans un marché qui, selon les niches aujourd'hui, commence à être de plus mature. Je pense qu'il n'y a pas de saturation, mais pour moi, il y a un côté mature où les prospects sont éduqués et il y a plus d'acteurs. Donc, naturellement, on peut pas juste être super broad comme en 2020 ou même avant pour Joseph, en 2014. Dinosaure. 2002 par majeur. On l'a vécu ou sur nos premiers produits, en fait, là, j'y repense à l'instant T, on n'avait pas d'avatar, quoi. Oui, on visait un mec qui veut faire de l'argent en ligne, quoi. Et donc, on vendait ça. À un moment donné, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On s'est dit, OK, quelqu'un qui veut faire de l'argent avec l'écriture, parce que notre modèle, c'est le copywriting, et donc, faut qu'il ait un attrait pour ça. S'il a un attrait pour ça, on attirera des bons leads et on convertira plus facilement. Et après, on est allé encore plus loin de dire, OK, il y a quand même beaucoup de parents chez nous, ils ont certaines douleurs, ils ont un job très précis, etc. Et plus on rentre dans les détails, plus on arrive à cibler des douleurs, que ce soit à travers le contenu, l'email, les closers, enfin, sur toute l'échelle de valeur. Et comme tu dis, rester connecté parce que si on avait gardé le même avatar qu'au début, qui était plutôt le jeune de 18-25 ans, qui est un peu shiny object, qui veut se lancer en ligne, bah, aujourd'hui, c'est absolument plus du tout notre avatar. Et je sais qu'à un moment donné, on était en plafond, voire on avait du mal à faire de la pub rentable, etc. Et je pense que c'était une des raisons pour laquelle on n'y arrivait plus. C'est parce que notre message était trop généraliste, ça parlait à tout le monde, il n'y avait pas de mécanisme unique, etc. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour avoir closé du coup beaucoup d'offres comme ça aussi, j'ai remarqué qu'une des peurs, qui est une pensée limitante, mais une des peurs des gens, c'est qu'ils se disent déjà j'ai du mal avec l'acquisition client. Donc en fait, si je réduis aussi les personnes que je cible, bah, je vais avoir de moins en moins de personnes. Juste, je me demande, mais comment, tu vois, Benoît, Joseph, comment vous expliquerez très rapidement, en moins d'une minute, à quel point en fait c'est du bullshit et c'est justement le mauvais schéma de pensée. Ce que tu veux dire, c'est juste viser moins de personnes, mais plus aware, plus qualifiées. Typiquement, moi, je donne toujours un exemple, même pour nos copywriters conformes. Enfin, je pense que c'était le sens de ta question, mais si aujourd'hui j'ai une Porsche, est-ce que je vais aller chez le garagiste du coin, chez GG, qui fait un peu de tout et qui a des voitures rouillées devant chez lui, ou est-ce que je vais chez le garagiste Porsche, même s'il a 300 km et qu'il est 10 fois plus cher, tu vois? Et donc aujourd'hui, c'est exactement le positionnement. Pour moi, c'est ça le positionnement. C'est régler un problème spécifique pour une cible spécifique. Et du coup, même si la solution est plus chère, même si elle est plus difficile à atteindre, bah, les gens viendront quand même parce que justement, il y a la spécificité de ça. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Et le fait de te spécialiser, en plus, tu vois, encore une fois, on préfère un spécialiste à un généraliste. Mais je pense que c'est la base, tu vois, d'un bon marketeur et d'un bon vendeur. Comme un vendeur qui va tout vendre, c'est quoi? À mon sens, c'est la base d'un bon marketeur. C'est de réussir parfaitement à se mettre à la place de ton prospect et de comprendre quelles sont ses peurs, quelles sont ses douleurs, quels sont ses objectifs, quelles sont ses ambitions et d'être connecté à 100% avec. En fait, réussir à penser comme lui. Et plus tu arrives à penser comme lui, plus tu arrives à le comprendre, plus tu arrives à communiquer dans son même langage et du coup faire plus de ventes et impacter plus de gens. Et je pense que le fait justement d'être focus, ce fameux one thing, ça permet de t'améliorer en fait chaque jour plutôt que de vouloir aider tout le monde, mais au final t'aides personne, quoi. Ouais, c'est clair, c'est plus facile à cibler d'un point de vue marketing, d'un point de vue pub. Nous, notre pub best-seller, c'est est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier, blablabla. Et en fait, on cible directement est-ce que tu aimes écrire? Genre, c'est la première phrase. Donc, les gens qui n'aiment pas écrire, ils dégagent. Sur la page opt-in, il y a écrit pour les salariés en reconversion qui X, Y, Z. Si t'es pas salarié et que tu cherches pas une reconversion,
tu dégages. Dans la VSL, pareil. Au niveau du setting, pareil, on vérifie que la personne a un vrai projet professionnel, etc. Au niveau closing, ensuite, il y a juste à faire une passe D et à mettre la balle au fond et à contrer les peurs et les petits obstacles. Pour moi, le but d'un tunnel de vente, et là on va y arriver parce qu'on a parlé de l'offre, c'est pas que d'attirer des prospects, c'est l'erreur, je veux plus de calls, je veux plus de leads, je veux plus de clients. Non, tu veux plus de bons leads, plus de bons calls et plus de bons clients parce que un client et un client, c'est pas forcément la même chose. Et tu l'as dit, toi, tu arrives à renouveler tes clients sur les écosystèmes, tu as une LTV de malade, alors qu'un mauvais client, bah, c'est pas ça. Donc, en tout cas, ouais, pour clôturer les piliers, je pense on est tous alignés là pour dire que offre, positionnement, prix, quelle est la transformation que je vise, c'est la fondation et c'est la base de la pyramide. Ouais, 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 et c'est d'aller en profondeur à mon sens pour ça vraiment, juste je partage parce que moi un truc où je pense qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais j'ai eu la chance d'aller voir, Hormozy aux États-Unis avec Max justement. Il nous a repartagé un frame qui est très simple de sa part. Des fois on a tendance à oublier, c'est fais plus de ce qui marche, fais le mieux et après tu fais quelque chose de nouveau. Et je pense que enfin pour revenir sur ça au niveau de l'offre, le positionnement, mais c'est pareil aussi au niveau de l'acquisition. C'est déjà, quand je dis fais plus, tu vois, de ce qui marche, c'est même au niveau de ton offre, au niveau de ton positionnement, sois encore plus connecté à ton audience. Comprends-la encore mieux, réellement, et après, derrière, tu feras quelque chose de nouveau. Mais déjà, faites juste mieux et plus de ce qui marche déjà un peu pour vous, mais rentrez plus en profondeur, en fait. Juste une dernière anecdote sur ça et après on peut peut-être passer au step 2. Je sais pas si tu te souviens, Joseph, on avait fait un call il y a peut-être 1 an et demi ou un truc comme ça. On était sur Google Ads et on se disait, OK, qu'est-ce que notre avatar il recherche pour qu'ensuite on puisse aller les cibler. Et en fait, on a cherché, on a trouvé une liste de sites comme ça ou de mots-clés ou quoi, ce qui nous a permis ensuite de scaler. Et en fait, c'est des trucs qu'on n'avait jamais ciblés avant parce qu'on avait nous-mêmes, on n'avait pas refait cet effort de se mettre dans les chaussures. Et du coup, on a trouvé des angles liés à la reconversion, à l'écriture, etc., qui marchent super bien encore aujourd'hui, plusieurs années après. Mais parce qu'on avait refait cet effort de brainstormer sur, OK, je suis mon avatar, qu'est-ce que je fais sur Internet? Qui est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'entends? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que j'ai déjà essayé qui n'a pas fonctionné? Et du coup, on avait trouvé des trucs, des audiences banger, quoi, et des messages banger aussi. Ouais, même sur le groupe School, il y a nos clients qui posent toujours des témoignages, ils expliquent d'où ils viennent, qui ils sont. Et on a repris ça justement pour cibler sur Google et ça a super bien fonctionné. So, toujours demander des questions à tes clients et ça va t'aider aussi avec le ciblage et peaufiner ton avatar, etc. Ouais, dernière phrase, parce que ça pourrait être un sujet, l'offre, l'avatar et tout, mais itérer sur vos meilleurs clients et pas juste sur mon avatar en fait, et pas sur les prospects. Et je me souviens à l'époque où on travaillait pas avec vous, on avait mis un pôle setting rapidement en place et il y avait un feedback des setters, ouais, les gens au téléphone, ils me disent qu'il y a trop de témoignages dans vos vidéos. Et du coup, on avait viré les témoignages et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ça vendait moins. On se dit, mais putain, qu'est-ce qui passe? On a passé 6 mois à essayer de fixer un problème. Et notamment, un des problèmes, c'est qu'il n'y avait pas assez de trust parce qu'on avait enlevé les témoignages. Et en fait, on a écouté le mauvais signal qui étaient des prospects qui n'auraient jamais acheté, qui ne sont pas vraiment la cible. Et du coup, nous, on a mis ça en place. Donc, écoutez les bons inputs, les bons signaux, à savoir ceux de vos meilleurs clients. Les clients qui payent en une fois, les clients qui ont des résultats, c'est eux l'avatar client et c'est pas les clients en général, quoi. Donc, juste soyez spécifiques par rapport à ça. Dans le niveau encore plus spécifique et de profondeur. Donc en tout cas, là, on a une offre béton, on a notre avatar, on le connaît, on sait qu'on veut faire du high ticket. C'est quoi le next step une fois qu'on a validé ça? Ouais, avoir un tunnel de vente simple qui fonctionne sans devoir faire des webis à chaque dimanche ou des challenges qui te fait perdre des cheveux et vraiment focus sur T'en as fait beaucoup. le même. Ouais. Et toujours faire la même chose, itérer la page de capture. Par exemple, nous, de notre côté, on a testé au moins une vingtaine de titres différents, toutes sortes d'images, des différents call to action sur la landing page pour aller gratter des pourcentages, tu vois, sur la page de capture. Sur la VSL, on a testé ma voix versus la voix de Benoît. Sa voix convertit mieux parce que sa voix est plus sexy. Et bref, on a testé tellement de choses et on est arrivé à un point où notre tunnel de vente convertit bien. Pourquoi? Parce qu'on a focus sur une chose, tu vois. On n'est pas parti dans tous les sens. On s'est pas dit, ah merde, après avoir lancé après une semaine, ça fonctionne pas. Alors là, je vais faire des webinaires, tu vois. Donc, on a focus pendant des années juste sur la même chose et améliorer le même tunnel de vente, que ça soit tunnel de vente, automatisation, pub, le message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de très beaux résultats avec les copies et vous. Du coup, selon toi, Joseph, c'est ça l'erreur numéro 1 aujourd'hui, tu vois, sur le marché? C'est des gens qui se diversifient trop, en fait, et qui font pas focus sur une seule chose? Il y a ça, mais ça revient aussi sur l'avatar. Ils connaissent pas c'est qui leur avatar. Donc, le message marketing est pas bon. Donc, Si l'étape 1 est validée, tu vois, on se dit, si l'étape 1 ok. elle est validée,
et les gens, ils ont des problèmes avec le tunnel. Du coup, c'est ça qui revient souvent. Toi, t'en penses quoi, Benoît? Parce que Euh, je pense pas que c'est la plus Non, grosse si erreur. tout est validé, en fait. Pour moi, le tunnel de vente, c'est juste un véhicule. Et il y a des gens qui adorent la moto, il y en a qui adorent marcher à pied, il y en a qui adorent la voiture. Et alors nous, on est vachement biaisés parce qu'aujourd'hui, on a des valeurs avec Joseph qui sont de liberté, d'avoir un business simple. On fait passer notre vie perso qui est super importante, passer du temps avec nos proches, prendre soin de son corps, de son alimentation, etc. Bref. Et en fait, je pense que le tunnel, c'est juste un véhicule. Donc nous, effectivement, on n'aime pas les challenges, les webinaires ou les trucs, les low tickets, les trucs trop compliqués. Déjà parce qu'on a testé pour nous, on n'était pas aligné avec, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens et nous, on les connaît qui cartonnent avec ces véhicules et ça fonctionne. Donc nous, juste pour le contexte, on travaille en VSL. Donc une vidéo qui tourne 24 heures sur 24. Là, depuis le début du call, je sais pas si vous avez vu, mais on a fait un pif à 3000 euros. Et nous, on n'est pas impliqué. Je suis pas en train de faire un live webinaire, on n'est pas en train de faire un challenge, on n'est pas en train de parler aux prospects. Et donc, c'est ce côté automatique, evergreen, 24 sur 24 que nous, on apprécie. Et c'est pour ça que déjà, sur le véhicule qu'on a choisi, c'est celui qui nous convient. Et pour répondre à ta question, une fois qu'on a validé l'avatar et l'erreur numéro 1 sur le... Attends, je vais faire un zoom. C'était quoi, Tommy, exactement la question? C'est l'erreur qu'on remarque. Ouais, je pense que Tommy voulait aller, c'est 100%, enfin, comme tu dis, Benoît, en soi, tous les funnels marchent. C'est à de prendre, utiliser celui qui vous correspond. Nous, on a une valeur qui est plus de liberté, d'avoir un business qui tourne 24 heures sur 24 et aussi, on est connecté sans cesse au marché. Après, comme on l'a vu, nous, par exemple, on gère l'équipe de vente, des gars spécialisés aussi sur des challenges, sur des challenges, sûrement, on génère plusieurs millions. Non, c'est pas le même système, c'est pas le même process, ça vole beaucoup de charges. Et je pense que Tommy, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y en a beaucoup, ils vont un peu avoir cet effet un peu de, tu sais, l'objet brillant. Ils vont se dire, ah ouais, la VSL, ça a l'air cool. Mais là, je vois plein de challenges qui sont faits en ce moment, c'est un peu la trend là en ce moment. Ben, je vais essayer de faire ça. Ah, mais du coup, ça marche ou ça marche pas. Ah, ben, je vais essayer de faire du low ticket finalement. Et ils arrivent pas, tu sais, à se focus, en fait, sur, ok, c'est quoi l'offre qui me correspond et je me focus assez suffisamment longtemps pour devenir un master, quoi. Ouais, vous pensez aussi ça manque de compétences parce que c'est pas juste le focus, mais c'est manque de compétences si la personne sait pas rédiger un bon copy, sait pas rédiger des pubs, sait pas mettre en place un tunnel. Je pense que ça va pas fonctionner même si tu as un bon avatar et une bonne offre, tu vois. Mais après, tu peux déléguer, trouver des personnes qui sont meilleures que toi, mais fondamentalement, si t'as pas les compétences, ça va être compliqué, quoi. Puis avoir le recul aussi, tu vois. Avoir le recul nécessaire. Et je sais que c'est pourquoi aussi nos clients ils viennent nous voir. Savoir ce recul-là, en fait, de se dire, OK, bah, Benoît et Joseph, ils ont l'expérience que j'ai pas. Ils ont fait plein d'erreurs que j'ai pas encore fait. Donc, pour éviter de les faire, justement, ben, en fait, comment je peux prendre du recul sur ma situation et en fait, pointer du doigt, c'est quoi mon goulot d'étranglement? Est-ce que c'est juste le système ou est-ce que c'est mes compétences aujourd'hui pour aller chercher plus de résultats par rapport à ça? En fait, ouais, j'ai fait encore un audit hier, donc c'est vraiment criant. Pourquoi les gens, en fait, là, le sujet, c'est l'itération. En fait, ils itèrent pas assez sur quelque chose jusqu'à trouver la pépite. Et nous, avec Joseph, quand on s'est lancé en mi-2020 sur la vente de formation, on a mis 6 mois avant d'avoir le tunnel winner. Pendant 6 mois, on a fait peut-être, il faudrait trouver le strike, mais peut-être 20 000 euros en 6 mois avec zéro profit parce qu'on a testé plein de trucs, des pages de vente. Et c'est le moment où on a eu le winner qu'on a pu scaler. Et là, pour le coup, la courbe était exponentielle et il fallait s'accrocher. On a fait genre je sais plus les chiffres, mais 20K, 50K, 70K, 110K, 120K. Ouais, Et assez rapidement. la courbe du Stripe, elle est comme ça. Mais pourquoi? Parce que pendant 6 mois avant, on a itéré et cherché. Donc déjà, je pense que les gens, ils itèrent pas assez. Et donc la question suivante, c'est pourquoi ils itèrent pas assez? Parce qu'en fait, ils savent pas sur quoi itérer parce qu'ils ont aucune data. Et ça, c'est un des piliers vraiment primordiaux, autant pour le sales que le marketing. C'est OK, comment on se base sur des chiffres? Et aujourd'hui, le business, pour moi, c'est froid, c'est scientifique, c'est rationnel et on fait encore l'erreur d'être trop dans l'émotion et de prendre des décisions. Oh, regarde, lui, il a fait ça, faudrait qu'on fasse ça. Non, en fait, on regarde les chiffres. OK, en fait, là, le bottleneck, c'est mon hook de ma vidéo parce que les gens, ils se crachent et au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Donc, c'est ça que je dois améliorer. OK, non, là, mais j'ai des calls pas chers et ça close pas. OK, non, ça vient du pôle marketing. J'attire pas assez de leads. OK, c'est ma pub qui est mauvaise. Et en fait, les gens n'ont aucune data déjà. Donc, c'est encore plus simple. Si jamais ils en ont, ils savent pas ce qu'il faut regarder. Et si jamais ils ont tout ce qu'il faut, ils savent pas comment les interpréter et quelle action mettre derrière. Et donc, ils peuvent pas prendre les bonnes décisions. Donc, ils sont dans le shiny object en mode ça marche pas et je vais partir sur un autre véhicule, etc. Et franchement, à chaque audit que je fais, et là, c'était une boîte qui fait 40K par mois que j'ai eu hier, juste sur la partie de formation, ils ont plein d'autres trucs. Donc, c'est une vraie boîte qui tourne bien.
un gros média, etc. Et ils connaissaient pas ces stats de base, quoi. Son taux de conversion lead to buyers, quel est le earning per lead, etc. Combien tu as de nouveaux leads par mois. Ils n'avaient aucune data. Ouais. Et pour la petite histoire, pour pas trop prendre la parole, quand on était chez Sam Ovens, donc on a payé 54K son mastermind pour se faire accompagner 1 an avec lui. Et c'est lui aussi qui nous a inculqué ce truc-là un peu en mode, faut être un robot, quoi. Tu regardes ton tableau et c'est ton tableau qui te dit quelle action prendre et c'est pas ton head of sales ou ton setter qui t'a dit il y a trop de témoignages ou ta pub qui s'est fait désactiver. Non, c'est juste, OK, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des datas et je prends des décisions en fonction de ça. Pour moi, c'est la clé. Une fois qu'on a validé le bas de la pyramide, l'or, etc., mettre le tunnel en place, le véhicule qu'on souhaite. Encore une fois, s'il y a un biais de simplicité, d'automatique, la VSL, c'est bien. Et ensuite, c'est piloter avec des datas. Ouais, juste je veux rebondir sur ce que tu dis parce que effectivement, je pense que c'est la data, encore une fois, les hommes mentent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas, tu vois, réellement. Mais sur ça, je pense, enfin, juste, il y a un point qui est important parce que moi, c'est ce que j'avais un peu quand j'étais un profil plus débutant, que je galérais un peu au départ. C'est que je pense, comme tu dis, que les gens ne réitèrent pas assez et ne font pas assez. Ont cette sensation qu'ils font assez, mais quand tu leur demandes concrètement, tu vois, combien de personnes t'as prospecté, combien de pubs t'as essayé, combien de hooks t'as essayé, combien de pubs, en fait, c'est tout simplement pas assez. Et ça, je le dis parce que je pense que les gens ne le voient pas, mais que ça soit nous, de notre côté, Benoît et Joseph, que ça soit avec Max, que ça soit même avec Jean et Jody, avec qui on a la chance de travailler, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de tests qui ont échoué aussi en amont, d'autres qui ont marché, pour aller réussir à choper, en fait, la formule qui marche. Mais les gens, je pense, tu vois, ils croient que, tu sais, quand ils nous voient, enfin, ils voient certaines boîtes réussir, que ce soit nous ou d'autres, de se dire, putain, mais eux, ils font et ça réussit de suite. Ça a l'air facile. Mais non, derrière, tu vois, on a réitéré et je pense que les gens, en fait, n'essayent pas assez et pas suffisamment longtemps. Et juste, je voulais me remettre un point sur ça parce qu'à mon sens, c'est quand même important et je pense qu'il y en a qui ont cette sensation de dire, j'ai fait assez, mais ils ont juste fait 10 messages. Mais nous, de notre côté, on en a fait 100, tu vois, pour aller chercher peut-être les mêmes résultats, quoi. Donc, non, tu fais pas assez, sûrement. Si Ouais. je te pose la question, On c'est... on en revient aux compétences, en fait. Parce que Ouais. pourquoi les gens, tu vois, ils réitèrent pas, c'est parce qu'ils savent pas que c'est dans la bonne direction. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, je pense que c'est pareil pour vous tous. On en reparlait avec Joseph au resto la dernière fois, mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bah, je savais pas ce que je savais pas. Donc, bah, forcément, dès que je voyais une nouvelle opportunité, j'avais envie d'y aller parce que dans ma carte du monde, je me disais que j'avais plus de probabilité de réussir en partant dans cette direction. J'avais pas le recul nécessaire c'est bien d'avoir des KPI et des data, mais si tu sais pas les analyser aussi, si tu sais pas quoi prendre comme décision, bah, ça sert à rien. Donc en fait, on en revient toujours au seul responsable. C'est vous-même en fait et c'est vos compétences pour pouvoir diriger votre Ouais. entreprise de la meilleure des manières. Mais j'ai une question du coup par rapport à ça, tu sais, Benoît et Joseph, sur votre... justement, vous avez dit, vous avez beaucoup réitéré ou autre. C'est où, selon vous, pour dire, le palier, tu vois, où tu te dis, bon, j'ai essayé, j'ai pas mal investi, mais ça fonctionne pas. Je fais quelque chose de nouveau ou j'arrête, tu vois, ou non, je persévère. Tu vois. Je sais que c'est une question qui est pas facile, mais ouais, je vous mets dans la sauce, quoi. Non, c'est une excellente question et moi j'ai un exemple qui me vient en tête et Joseph pourra encore plus en discuter lié à son histoire personnelle, mais moi c'est un exemple très court sur pendant 6 mois on a fait des webis tous les dimanches. Au début ça marchait moyen, on s'est fait accompagner, on a investi énormément en pub, en coaching, par des mecs extrêmement bons, on a tout testé et en fait on n'a jamais débloqué le code. Alors ça marchotait, mais pas autant qu'on le voulait et du coup je sais pas, je pense que c'est juste un ras-le-bol qu'on a eu. J'ai pas un facteur qui m'a dit OK, on arrête. Mais en tout cas, pour le coup, on a vécu ce truc-là de faire un truc pendant 6 mois et jamais voir le bout du tunnel, jamais réussir à craquer le code. Et je pense qu'à un moment donné, c'est juste du bon sens. OK, est-ce que si je regarde en arrière, je vais regretter d'arrêter? Là, quand on l'a fait pendant 6 mois, tous les dimanches, on Ouais. a investi des dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Bon, bah, je pense qu'on était OK pour dire faut stop et faire autre chose. Ouais, et on savait juste c'était pas fait pour nous, tu vois, chaque dimanche, la boule au ventre. Avant le webinaire, on se disait: «Ah, j'ai pas envie de le faire», tu vois? Et pendant 6 mois et à terme, tu te dis: «Bon, ça va, je vais passer à autre chose parce que c'est pas aligné avec moi», tu vois? On voulait quelque chose de plus simple, de plus evergreen et avant même de lancer des webinaires, bah, le low ticket, on faisait des VSL et avec nos clients, on faisait des VSL, tu vois? Mais c'est juste on n'a jamais vendu du high ticket. Là, on a juste combiné le tunnel de vente qu'on maîtrisait super bien avec le high ticket et c'est là que ça a explosé. Bien sûr, il faut avoir une équipe commerciale et ça, on pourra en parler par la suite. Mais juste, les webinaires, c'était juste pas pour nous, quoi. C'était affreux, c'était atroce. Mais par contre, à l'inverse, donc c'est vrai que j'aurais pas de réponse à quel critère fait que OK, là, je dois stop. Je pense que c'est une question d'énergie, de feeling et est-ce que si je me regarde dans la glace et de manière objective, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut et j'ai tout testé? Nous, on a testé des webis courts, longs, designés, pas designés, moi tout seul, nous deux, evergreen, machin. On n'a jamais trouvé la combinaison et
on aurait peut-être trouvé au bout d'un moment, mais déjà, on n'était pas aligné avec ça. Mais au-delà de ça, par contre, avec Joseph, en tout cas, nous, on est toujours en mode, genre, on continue de taper dans le mur, que ça soit avec un marteau, une fourchette, un couteau ou quoi. Encore une fois, c'est juste une histoire de véhicule. Mais par contre, on est animé d'un point de vue mindset et etc. En mode, on continue, on continue, on continue. Et il n'y a aucun monde où on baisse les bras. Et j'aime bien une phrase que Joseph a dit, et je la répète souvent, même à nos élèves qui sont beginners. C'est genre, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Le jour où tu arrêtes, c'est sûr que tu vas échouer. Mais tant que tu continues, et bien sûr, tu as du bon sens, tu itères des nouvelles choses, etc. Tu peux pas échouer, il faut juste trouver la chaussure à son pied. Et c'est vrai pour un beginner, donc pour nous, pour nos copywriters qui sont des salariés qui se lancent dans le copy. C'est vrai pour quelqu'un qui teste son premier tunnel. C'est vrai quelqu'un qui essaye de scaler son tunnel. Mais ouais, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est... Sinon, ouais, carrément, ouais, carrément. C'est apprendre aussi à se connaître soi-même. Pour moi, une des meilleures qualités aussi pour un sales, encore une fois, il y a le système et il y a aussi toi-même. On a tous nos zones de génie, je pense, et nos facilités. Vous, les gars, vous n'êtes pas fait pour faire des webis tous les dimanches. Et ouais, alors je vais pas dire que vous êtes nuls, hein, mais c'est juste que c'est le truc qui vous correspond moins. Donc, il faut avoir cette différenciation, je pense aussi, à mon sens, entre système et comment je vais pouvoir adapter qui suis mes zones de génie, ma zone de génie aussi, justement pour aller performer dans un système qui fait du sens pour moi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a trop de gens qui essayent de nager à contre-courant en essayant de copier, de récupérer des modèles qui sont pas adaptés à eux. Et ça, c'est vrai même peut-être pour vous, le voyez sur les méthodes de closing. Quelqu'un qui va avoir une énergie hyper douce, qui va essayer d'utiliser un script un peu Shark et des méthodes Shark, ça va pas fonctionner en fait. On en parlait avec Alex justement, tu vois, il y a beaucoup de formateurs sur le marché, que ce soit français ou aux US ou quoi, en fait, qui indirectement ou directement, ils transmettent leur énergie, leur façon de faire qui leur correspond très bien à eux, où ils ont performé, mais à tous leurs élèves en fait, et t'as l'impression de voir des mini à chaque fois, des robots qui sont dupliqués en fait. Sauf que moi aujourd'hui j'ai mon énergie, j'ai pas la même énergie qu'Alex, j'ai pas la même énergie que Benoît, que Joseph. Je pourrais jamais closer comme vous, je pourrais jamais closer comme d'autres personnes. Donc en fait, c'est apprendre déjà à se connaître soi-même, capitaliser sur nos points forts. Par contre, après, c'est important à mon sens d'aller chercher les énergies qui nous manquent, d'aller chercher le côté plus challengeant si on l'a pas, ou à contrario, d'aller chercher le côté plus coaching si on l'a pas, mais de quand même pouvoir garder en tête qui on est et c'est quoi nos points forts pour pouvoir performer. Ouais, non, faut jouer en mode facile en fait. Faut prendre quelque chose qui nous convient. C'est pour ça qu'encore une fois, nous, on a des billets. Il y a certains trucs qu'on n'aime pas, mais ça veut pas dire que c'est pas fait pour les autres. Et il y en a au contraire qui ont une énergie folle et pour qui les webinaires ça va cartonner parce que justement ils adorent être en live, etc. Nous de base on détestait ça, on avait la boule au ventre, on y allait à reculons. Donc a posteriori en fait c'est facile de se dire oui effectivement je comprends pourquoi ça marchait pas quoi. Même si on y mettait toute notre intention avec le meilleur marketing, les meilleurs slides. Derrière, si l'humain qui fait le webi, il est pas bon, voilà. Donc juste si on fait un point, on a une bonne offre qui est structurée, tu vois, avec un bon avatar, un bon positionnement. Là maintenant, on a un bon funnel, truc simple, ou c'est notre zone de génie, on peut performer. Ce serait quoi du coup selon vous, Joseph, tu parles pas beaucoup, la 3e étape? La publicité. Joseph, juste, Ouais. je vais revenir désolé sur ça pour passer à la transition, mais justement sur un bon funnel, on pourra en parler, je pense, dans d'autres podcasts, tu vois, de manière plus détaillée. Mais c'est quoi s'il y avait 3-4 KPI, tu vois, que tu regardes, tu sais, sur le funnel pour te dire, OK, en gros, c'est quoi nos KPI majeurs, tu vois, qu'on va regarder? Ça serait quoi, tu vois, pour que les gens puissent définir, OK, déjà, OK, qu'est-ce que je dois regarder, tu vois, en termes de tunnel de vente pour définir s'il est bon ou pas, quoi. Première chose, je vais vous dire ce qu'il faut pas faire, c'est de checker ton coût par lead. Là, juste avant de faire le podcast, il y avait un de nos clients qui nous a dit, ouais, on a itéré notre message. Et je lui ai dit, adresse-toi à un prospect beaucoup plus mature, tu vois, qui correspond à ton avatar client. Et son taux de conversion a chuté. Il m'a dit, ouais, ça a chuté, c'est pas bon, etc. Et là, je lui ai posé la question, ouais, mais tes leads, ça ressemble à quoi? Ton coût par call, c'est quoi? Est-ce que c'est le bon prospect que tu attires dans ton écosystème? Si oui, on s'en fout du taux de conversion de ta page de capture, tu vois. Tu peux avoir un coût par lead à 50 €, mais un ROAS de 300, tu vois. Ou sinon, tu peux avoir un coût par lead, par exemple, à 5 €, mais un ROAS de 100. Donc, ton coût par lead, ça importe très peu. Donc, jamais regarder le coût par lead, ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'aime regarder quand je check les datas, c'est ton coût par acquisition et par la suite ton AOV. Bien sûr, ton coût par acquisition doit être beaucoup moins élevé que ton AOV. Et aussi, ton coût par... Quand tu dis AOV, tu veux dire quoi, Joseph? Moi, ça me parle, mais pour tu vois, ceux qui regardent, peut-être AOV, je sais pas si ça leur parle. Ouais, c'est ton panier moyen. Donc, en gros, disons, tu as eu 1000 clients et sur 1000 clients, t'as généré à peu près, disons, je sais pas moi, 10 000 €. Bah, ton panier moyen par client, ça va être, si on fait des maths rapides, quelqu'un peut m'aider? C'est mis dans la merde. Disons, c'est 100 €, tu vois. Donc, ça va être, chaque client va dépenser en moyenne 100 €. Donc, ça, c'est ton AOV.
ton CPA doit être moins élevé que ton AOV, voilà. La différence entre combien tu payes pour un client et combien lui il te paye, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais c'est intéressant par contre ce que tu parlais, Joseph, du coût par lead. Ça, si je fais un peu la corroboration avec le closing, c'est pareil du taux de closing, tu vois. Souvent sur le marché, on parle que de taux de closing, mais en réalité, enfin, le taux de closing, franchement, ça veut rien dire parce que si tu sais pas l'étape Ouais. qui avance, si t'es en challenge, pas en challenge et tout, tu peux avoir un taux de closing à 70% et être un peintre pour autant. Donc, on va checker aussi d'autres data, notamment l'encaissé aussi par call, que tu vas faire qui est, Mm. selon moi en tout cas, une data qui est beaucoup plus importante là-dessus. Donc ouais, c'est intéressant de voir, en fait, il y a des data un peu, c'est un peu des écrans de fumée, quoi. Et tu peux pas trop te baser sur ça pour mesurer. Ouais, et souvent, en plus, les gens vont comparer, tu vois. Franchement, c'est une erreur. De te dire, tiens, on m'a dit sur le marché il y avait des coûts par lead à 6 euros. Moi, je suis à 10, du coup, mon système, il fonctionne pas. Ou, ah, putain, moi, on m'a dit que les closers, ils closaient à 60% sur leur équipe. Moi, ça close à 30%. Ah, ça fonctionne pas. Alors que chaque système, à mon sens, est différent. Et c'est pour ça que ne soyez pas biaisés aussi et ne prenez pas des décisions, comme tu disais tout à l'heure, Benoît, par rapport à des choses extérieures, en fait, mais juste par rapport à vos chiffres, en fait. Si tu as un taux de closing qui est à 30%, mais que ton ROI ou ton ROS, il est de 10, c'est très bien, tu vois. C'est OK. Certes, tu peux peut-être l'augmenter, mais voilà. Donc, je pense que c'est juste, voilà, un petit, comme tu dis, Tommy, ce qui est important à faire attention, quoi. C'est des subtilités, mais à faire attention. Juste pour insister là-dessus, les gens mentent. Donc, Ouais. déjà, c'est jamais bon de regarder ce que font les autres. Et vraiment, enfin, on l'a tous vu, on le sait tous. Les gens qui regardent peut-être pas à ce point-là, mais même les plus gros, même des gens qu'on connaît, en fait, beaucoup mentent. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière la définition d'un mot, tu vois? Genre, tu dis: «C'est quoi le profit à 10 personnes?» Les 10 vont dire un truc différent, tu vois? Il y en a un, il va dire: «Ouais, c'est l'EBITDA», il y en a un, il va dire: «Ouais, c'est mon profit après mon salaire», il y en a, c'est avant salaire, et cetera, et cetera. Et pareil pour le ROAS, en fait. Genre, c'est fou comme tout le monde a une définition différente et c'est super compliqué. Donc, les datas et qu'est-ce qu'on met derrière? Et je vous donne un exemple. Je parlais à un gars, il me fait: «Ouais, nous, on fait du x10». Et en fait, mais il fait pas du x10, il dépense 1000, son business encaisse 10 000, mais tu fais pas du x10. Juste ta pub elle-même, tu as dépensé 1000, mais tu as peut-être encaissé 1500 avec. Genre upfront AJ30 en attribution 30 jours. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est du AJ90? Est-ce que c'est du collecté? Est-ce que c'est du facturé? Donc, faire vraiment, vraiment attention. Et moi, je suis tombé dans le piège de, justement, et même encore aujourd'hui, je vois des mecs, je fais putain, mais ils ont compris un truc que nous, non. Qu'est-ce qu'il y a, et cetera. On n'est pas dans le bon benchmark. Et donc, faites vraiment attention à ça. Quelle est la définition derrière? Et est-ce que vous avez de la preuve factuelle, et cetera, que déjà ce chiffre est vrai? Parce que ça peut être bon de s'inspirer des autres et de se dire, OK, on n'est peut-être pas assez bon, on va chercher plus de perf, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Le taux de closing, c'est pareil. C'est le taux sur les calls bookés, sur les live calls, sur les calls pitchés. En fait, tu fais dire ce que tu veux aux data. Donc, faites vraiment, en tout cas, pour le coup, là, c'est plus un disclaimer en mode bienveillance. Faites attention aux chiffres sur Internet. Juste pour terminer, les KPI que je mesure, c'est vraiment coût par call, coût par acquisition et AOV. C'est vraiment juste ça que je regarde quand je gère les publicités. Voilà, quoi. C'est tout. Ok, Grosso super. modo, Euh, en gros, tu prends la fin de chaîne, quoi. Genre, il y en a souvent, ils vont regarder le début de la chaîne. Donc là, c'est que moi, j'ai en visuel notre fichier, mais c'est quoi le début de la chaîne? C'est le front-end. Ça va être le CTR, le coût par clic, puis le coût par lead, ouais, puis le coût par call, puis le coût par call ouais, réalisé, ouais. jusqu'à la vente. En fait, il faut prendre de la vente et revenir vers l'arrière parce que c'est ici que l'argent est fait. Donc, c'est par ici qu'il faut regarder, quoi. Ouais. Et les métriques qui me disent que, par exemple, la publicité ne fonctionne pas, c'est le CTR. Donc, si le CTR est moins de 1%, je sais que le message de la publicité n'est pas la bonne. Donc, on va changer de publicité. Si c'est plus haut que 1%, là, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, je check c'est quoi le prochain KPI. Donc là, je vais checker le CPL. Je sais que notre CPL moyen, c'est environ 10 euros. Si je suis hors mon coût par lead, disons je suis à 30 ou 40 euros, je sais que éventuellement je vais pas être rentable. Donc, je vais couper la publicité. Ensuite, si le coût par lead est bon, je vais regarder le coût par call. Donc, le coût par call est aux alentours de 100 à 150 euros. Et quand je vais arrêter de la publicité, c'est lorsque j'ai dépensé 3 fois mon KPI moyen. Donc, si mon coût par call, c'est 100 euros, je vais attendre de dépenser au moins 300 à 400 euros pour prendre une décision, tu vois. Et ensuite, je check c'est quoi le CPA, le coût par acquisition. Et pareil. Donc, c'est souvent nos clients demandent, ben, quand tu sais quand arrêter les publicités ou quand scaler, ben, je check toujours ces mêmes métriques-là et j'attends de dépenser au moins 3 fois le KPI pour prendre une décision, tu vois. Même si on a dépensé 1000 ou 2000 euros. Parce qu'éventuellement, si tu as dépensé 2000 euros, mais tu as fait une vente à 3000 ou 3005, ben, entre guillemets, tu es rentable, tu vois. Donc, il ne faut pas couper les publicités trop tôt par peur de, je sais pas, perdre de l'argent ou, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça, c'est un peu ça mon framework lorsque j'analyse les datas et
prendre des décisions pour couper ou scaler les ads. 100%. Voilà. Vous aurez compris qui c'est qui gère les ads, du coup, chez les copywriters. Mais c'est grave intéressant parce que pour le coup, c'est une question qui revient souvent dans une période de scaling à travers la pub. On l'a sur nos clients et je l'ai eu cette semaine en mode, bah, là, je sens que les signaux sont bons, mais je sais pas si je dois appuyer sur la pédale ou pas. Hmm. Et à l'inverse, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment les data qui parlent. Ouais. Donc là, on a une offre, l'avatar est good, le tunnel de vente c'est bon, on a du trafic. C'est quoi la prochaine étape selon vous, Tommy et Alex? Moi, je connais la réponse. Bah, la C'est- prochaine étape après pour moi là, c'est de pouvoir créer le pôle sales, quoi. Vraiment. Une fois que, Conversion, parce que encore une fois, ouais, la conversion, encore une fois, je pense que si vraiment vous voulez avoir une équipe de A-players en vente, comme j'ai dit au tout début, il faut leur apporter en fait un écosystème dans lequel ils vont pouvoir bien manger, ils vont pouvoir grandir. Donc demain, si vous n'avez pas déjà de stabilité sur votre marketing, si vous n'avez pas déjà ben voilà, des leads qui sont qualifiés, qui rentrent dans votre funnel, vous n'avez pas de déséquilibre toutes les semaines, déjà ça c'est un bon point. Après, vous allez pouvoir adapter du coup et structurer un pôle sales. Donc nous, ben, avec Alex, on le voit, quand on reprend des équipes, il y a beaucoup de choses à changer à chaque fois. Donc c'est de restructurer, pas tout d'un coup, mais déjà mettre une bonne structure là-dessus. Et puis après, ben, passer dans le recrutement et pouvoir recruter des A-players. Je pense que c'est réellement le goulot d'étranglement numéro 1 sur le marché. Mais encore une fois, si vous n'avez pas fait les 2 étapes d'avance, ça va être impossible pour vous parce que les A-players, ils sont déjà dans les top écosystèmes. Donc, ils vont pas venir chez vous. Et du coup, je vais rebondir sur ça, tu vois, parce que pour moi, c'est un sujet que j'ai envie un peu de taper dessus. Il y en a beaucoup, tu vois, qui se disent, OK, mais il n'y a pas de A-player sur le marché, la plupart des closers, c'est de la merde, etc. Mais déjà, pour moi, une des premières questions que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je peux construire un environnement de A-player, tu vois, pour attirer ces A-players à moi. S'il y en a beaucoup qui veulent encore une fois des A-players, mais qui n'ont pas l'environnement, en fait, pour attirer. Donc ça, c'est une des premières questions que, à mon sens, tu dois te poser. C'est comment est-ce que je peux construire un système, un environnement où tous les A-players vont vouloir travailler avec moi. Moi, c'est une question que je me pose et qu'on se pose avec Tommy, que ce soit bien évidemment avec vous, Benoît et Joseph, avec moi de mon côté, avec Max, avec Tommy, avec d'autres écosystèmes, de se dire comment est-ce qu'on peut créer un putain d'environnement pour que les gars se disent « Ok, j'ai trop envie de travailler avec eux ». Donc ça passe par mettre en place des systèmes, des process, un système de valeur aussi qui est haut. Mais posez-vous cette question, à mon sens, et encore une fois, ça c'est votre responsabilité. Le fait que vous n'ayez pas de A-player dans votre entreprise, c'est pas que le marché, c'est votre responsabilité aussi de les attirer. Donc c'était juste un peu, je voulais mettre du contexte sur ça aussi, parce que pour moi, effectivement, avoir des A-players dans ton business, ça va être game changer. Juste fais un petit monologue de 30 secondes et après je vous repartage. Mais pourquoi? Parce que c'est une expérience par rapport à moi de mon côté, mais on avait un système avec Max où un tunnel de vente où on mettait 1 euro, on récupérait 3-4 euros, ce qui était plutôt pas mal déjà. De mettre 1 euro, on récupère 4 euros, on va dire en retour sur l'investissement. Mais je sentais qu'il y avait un truc à améliorer. Et un des plus gros leviers, en fait, je me suis dit, ok, la closeuse que j'ai aujourd'hui, elle est peut-être pas au niveau. Je pense qu'on peut faire mieux. J'ai recruté un top closer que j'ai attiré, que j'ai eu la chance d'attirer, qui a toqué à la porte, qui est Tommy, que j'ai recruté dans l'entreprise. On est passé d'un ROI de 1 sur 3 à 1 sur 18. On n'a rien changé dans le système. Juste ce qu'on a changé, c'est juste une personne, qui est Tommy, qui est arrivé, qui a beaucoup plus performé et qui finalement allait chercher beaucoup plus de résultats. Donc effectivement, je pense que ça revient à ce qu'on disait au départ aussi. Et comment est-ce que vous pouvez attirer les bonnes personnes et se poser la question de qui est-ce que j'ai besoin d'avoir dans mon entreprise pour pouvoir scaler, pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que je dis souvent à mon sens, c'est que on bâtit pas seulement un business, mais on attire les bonnes personnes et après on bâtit un business. Et je pense que se poser la question, même nous, de notre côté, pour aller chercher les 500 000, 1 million par mois, c'est de se poser la question maintenant dans notre système de se dire qui on a besoin d'avoir dans notre équipe pour aller chercher ce business à 1 million par mois, quoi. Voilà, bon. Il y a trop de trucs qui me passent en tête là. J'ai Ouais, pas envie moi de aussi. monopoliser. Désolé, je suis un profil plutôt perroquet, tu vois, le profil jaune, on voit le commercial. Et j'ai fait un mastermind l'année dernière avec j'ai parlé à un Québécois qui a des boîtes un peu partout. Il s'est structuré presque en international. Il a des boîtes en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Et je lui disais, OK, mais comment on fait ça? Et en fait, il m'a dit, t'as rien compris. C'est pas comment, c'est qui. Et là, j'étais en mode sur le cul, tu vois. Et du coup, ouais, ça fait tellement de sens ce que tu dis et on le voit dès qu'on recrute un bon closer ou peu importe, un bon coach. Là, nous, récemment, on a changé sur la pôle livraison. Mais la différence entre un A, un B ou un C player, genre, c'est pas 1, 2, 3, c'est genre 1, 5, 20, tu vois, la différence. Super, ouais.
Et juste par rapport à ça, peut-être faire un point aussi, on parle beaucoup de A-player. Pour moi, il y a 2 valeurs qui rentrent en compte. Il y a certes le savoir-faire, si je parle par exemple d'un closer, donc sa capacité à être un bon closer, sa technique, mais le plus important à mon sens, c'est le savoir-être. C'est les valeurs en fait, c'est sa posture, son leadership, sa coachabilité, sa congruence. Moi, c'est ça aussi que je vais chercher vraiment dans les équipes de vente. Tu peux closer à 80% si tu as un savoir-être de merde et que t'es pas aligné avec les valeurs de l'entreprise et les miennes, on va pas pouvoir continuer ensemble. Donc c'est important aussi à dire ça. Je pense que c'est pareil pour vous les gars, surtout dans le pôle livraison. Mais encore une fois, un A-player, pour moi, c'est plus déjà qui il est. Parce qu'ensuite, la technique, on peut lui apporter, mais c'est déjà qui il est, en fait, quand il y a personne qui le regarde, qu'est-ce qu'il fait. Et après, on va aller chercher des résultats ensemble et pas que juste sur sa technique et ses compétences pures et dures, quoi. Ouais, c'est Et pas juste les résultats que tu peux obtenir avec un A-player, mais c'est aussi le coût d'opportunité. En restant avec un B-player aussi, tu peux perdre des centaines de milliers d'euros et nous, on l'a vécu, tu vois. Donc, dès que tu changes à un meilleur closer, une personne qui est vraiment A-player, tu vas voir la grosse différence en termes de bénéfices, mais aussi en termes de coût d'opportunité. J'allais dire, ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'on et personne ne le voit, en fait, tu as 2 coûts, tu vois? Tu as ce que ça te coûte de lui envoyer des calls ou toi, en point de vue marketing, si c'est 100 € le call, que tu lui envoies 100 calls par mois, tu dépenses de l'argent en deals manqués et en plus sur, les deals qui closent, il pourrait peut-être les closer en une fois au lieu de plusieurs fois et cetera. Donc il y a un manque à gagner, mais qui est monstrueux et que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Entre le coût marketing, le coût du manque aussi et le coût d'opportunité, ouais, c'est terrifiant. 100%. C'est comme les boîtes qui sont un peu réticentes à l'idée, tu vois, de donner des bonnes commissions à la partie sales et qui veulent aller gratter un peu à droite à gauche. Mmh. Ça revient à ce que j'ai dit. Au final, bah, tu peux payer moins un B player, mais tu vas beaucoup moins gagner que si tu payes très bien un A player. Ouais. Et ça, c'est la différence entre un solopreneur et un CEO et c'est exactement ça, parce que c'est le sujet aussi de comment aller à 100 K par mois. C'est que jusqu'à 20, 30, 40, 50, tu es un solopreneur et il y a pas de critique là-dessus. C'est très bien et c'est voilà, ça a ses avantages. Par contre, bah, là, si vous regardez cette vidéo au bout d'1 heure, c'est que, vous voulez scaler et donc faut changer. Je sais plus si c'était Alex ou Tommy qui disait, je crois que c'était Alex. Faut changer aussi qui on est. On sera plus un solopreneur à partir du moment où on cherche à avoir une vraie culture d'entreprise. C'est un truc un peu bullshit, mais voilà, avoir des valeurs, quelles sont les valeurs de l'entreprise, des CEO, quelle est la direction où on va, quel est l'objectif, quelle est la vision à long terme. Et ça, c'est un truc sur lequel nous, on bosse avec nos clients, qui paraît bullshit d'extérieur. Et même nous, Sam Ovens, il nous le disait, et ça faisait toute une partie de son accompagnement. Et je disais, bon, allez, dis-moi, parle-moi de tunnel, parle-moi de pub, de closing, j'en ai rien à foutre de la vision et du mindset, tu vois. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Et ça fait partie justement de l'écosystème et c'est ce que je voulais rajouter, c'est que c'est toujours holistique en fait. On attire des bons closers parce qu'on a la bonne mission, le bon écosystème, parce qu'on a le bon marketing. On a le bon marketing parce qu'on a la bonne vision de base en tant qu'entrepreneur, les bonnes épaules, le bon mindset. Et il n'y a jamais un élément isolé quand j'analyse des boîtes. C'est toujours hyper global en fait, le sujet du scaling, quoi. ouais, c'est clair, on pourrait en parler longtemps, mais sur ce truc de valeur même, je vais pas en reparler, mais pour moi, c'est un sujet qui peut paraître bullshit, mais qui est hyper important. Tu sais, je donne souvent l'exemple de 2010, je crois que c'était, de l'équipe de France de football, tu vois. C'était un fiasco total en Afrique du Sud. Pourtant, tu as la bonne équipe, tu as des bons joueurs en soi, mais l'entraîneur Domenech à l'époque, qui est le gardien des valeurs, justement, les valeurs n'ont pas été respectées en fait. Et quand tu as ton équipe qui commence à faire n'importe quoi, tu as beau avoir la meilleure équipe en fait, si ça part dans tous les sens, si tu respectes plus les valeurs, ben tu te prends un 2-0, un 3-0 par l'Afrique du Sud quoi. Et tu passes pas les poules. Et c'est pareil, si tu as les meilleurs joueurs mais que derrière ben tes valeurs c'est de la merde, ben tu iras pas chercher des résultats. Donc moi c'est un sujet, on pourra en parler mais pour moi qui est pas à sous-estimer comme tu dis pour passer de cette casquette de CIO solopreneur pardon à véritable chef d'entreprise quoi. Mmh. Juste revenir sur la partie justement conversion. Tu sais, Tommy te posait la question, mais justement à quelqu'un qui nous regarde, et comme les personnes qu'on aide, qui sont déjà à 15, 20, 30 000 euros par mois, ce serait quoi un peu selon toi peut-être les étapes? Alors on pourra faire un sujet, une vidéo aussi, vous inquiétez pas, je pense de 1 heure sur ça, même plus, mais un peu rapidement là, il y aura peut-être les étapes que tu verrais qu'ils pourraient mettre en place justement pour construire et petit à petit avancer sur cette partie commerciale. Tu parles sur le funnel jusqu'à la vente? Sur la partie vente surtout, sur son département des ventes, tu vois? Ouais, et mieux closer. Il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, on l'a dit, tu vois, recruter des A-players, ça c'est clair. Après, je pense déjà, c'est donner un cadre aussi. En fait, avoir une structure, nous, on est en plein dedans avec Alex, là, comment on peut tout processiser avec des SOP, surtout pour apporter un maximum de clarté, en fait, et qu'on puisse être le plus efficient possible sur du moment où le lead, en fait, il a booké le rendez-vous jusqu'au moment où il va payer, ou le moment où on va le suivre, en fait. Comment on peut processiser tout ça et apporter un maximum de clarté. Après, je pense, dans la structure, bah, c'est rapidement pouvoir recruter un head of sales qui, justement, lui, ce que je voulais dire tout à l'heure, va être le gardien des valeurs,
va être la personne qui va gérer le pôle, qui va faire aussi la liaison avec, en l'occurrence avec vous, les gars, là-dessus pour prendre les meilleures décisions aussi et qui va faire monter l'équipe de vente en compétences, qui va pouvoir sortir une personne quand il faut, comme on l'a fait récemment, comme recruter une personne comme on va le faire prochainement, ok, pour justement aller chercher des meilleurs résultats. Donc c'est assez flou comme réponse, mais je dirais processiser déjà, que tout soit processé, soit clair. Une fois qu'on a recruté les players, ensuite c'est de les faire monter en compétences. Au maximum, nous c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre équipe, leur apporter un maximum de proximité pour faire passer une personne qui est déjà un player en termes de savoir-être, qui est à 4, 5, 6 sur 10, comment on va pouvoir l'amener à 8, 9 sur 10 au maximum, qui soit lié forcément avec les valeurs de l'entreprise, mais développer ses compétences. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours et nous, on le voit en termes de gestion, donc Head of Sales, de travailler avec des players, des personnes qui se sont fait déjà former par toi, qui est aligné avec les valeurs de l'entreprise, qui est processisé, qui est dans un écosystème en fait qui leur permet de s'exprimer de la meilleure des manières. Ça te prend 10 fois moins d'énergie et tu fais 10 fois plus de résultats. Et là, récemment, on est confronté à justement une équipe où c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui, pas des players, et qui a beaucoup de choses à améliorer. En fait, tu vois l'énergie que ça te demande pour passer une personne d'un 2 sur 10 à un 5 sur 10. C'est 1000 fois moins rentable que directement pouvoir recruter une bonne personne et après à faire monter millimètre après millimètre. On en revient au savoir-être, en fait, et au player, quoi. Ouais, juste peut-être pour rajouter aussi sur ça, Tommy, s'il y a des choses où je suis d'accord, des choses je vais peut-être challenger aussi sur l'idée, c'est l'idée au moins aussi sur ça. Mais en tout cas, je suis 100% d'accord avec toi sur la partie process où tu sais ce qu'on dit souvent, Tommy, créer des SOP, donc des systèmes de délégation en gros. Parce que il y a beaucoup je pense, d'entrepreneurs, ils font pas la différence entre déléguer et se débarrasser des choses, tu vois, qui sont deux choses totalement différentes. Et la première des choses, dans mon sens, que tu dois faire, c'est de déléguer. C'est pas de te débarrasser et de jeter ta merde et de laisser les autres se débrouiller. Après, il n'y a pas de vérité, encore une fois, parce que je sais que Benoît et Joseph, par exemple, rapidement, vous êtes débarrassés de ce process et ça a fonctionné aussi. Tu vois, pour eux, il n'y a pas de vérité, mais de manière globale, il y a ça. Après, tu vois, juste où je challenge un peu le truc pour que ça soit un peu plus clair, peut-être pour ceux qui font 30K par mois, tu sais, 20K par mois, c'est que recruter un head of sales à 20K par mois, je pense que tu es d'accord avec moi, Tommy, ça fait pas sens au début. Ça allait Donc, être ma question, ouais, c'est quand est-ce que ça intervient? Déjà, même le recrutement d'un closer, on peut faire 20-30K par mois tout seul. Donc, je sais Ouais. pas si c'est dans ce sens que tu allais aller, mais C'est ça, en fait, je dirais un peu, tu vois, les étapes, à mon sens, c'est que de te dire, OK, là, je commence à être full dans mon agenda, ça me prend beaucoup d'énergie, j'ai plus le temps pour le reste, en fait, qui est peut-être ma zone de génie au niveau de l'acquisition, au niveau de la livraison. Comment est-ce que je peux mettre en place petit à petit pour m'émanciper de cette équipe de vente? Pour moi, la première chose, comme disait Tommy, c'est créer les process. Je fais, ça fonctionne pour moi, je vois que je close déjà à 30%, on va dire, moi-même. J'ai validé par moi-même le marché, je crée les process, je m'enregistre, etc. Donc une fois que je suis là, que je suis un peu full, que je vois mon calendrier, je commence à être à 80%, on va pas dire 100%, mais 80% de mon énergie, je commence déjà à anticiper un recrutement. Deuxième étape, c'est je recrute, j'ai créé les process. Et à mon sens, c'est je vais recruter un closer, pas un head-off tu vois, au départ, mais un closer, où l'idée, je pense que encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais je veux pas lui donner tous mes calls d'un coup. Parce que c'est ma source de profit, encore une fois, et je veux pas tout me débarrasser d'un coup et me dire, OK, je vais mettre un closer autre. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est je vais continuer à prendre 70% des appels et je vais lui donner 30% des appels à mon closer pour qu'il puisse se tester, voir. Moi, je continue à avoir quand même une source de profit. J'économise 30% de mon énergie. On valide avec lui. Après, on passe à 50-50, 70, 30, enfin 30-70 et 100%, tu vois, petit à petit. Et là, après, ça va être une question de volume, en mon sens, en termes de leads. Tu vois, vaut mieux avoir moins de closers, mais qui soient bien nourris, qui vont chercher des résultats, plutôt que d'avoir 10 closers, mais qui ont 2 appels par jour, à mon sens. Donc, voilà, c'était un peu au niveau des étapes. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Tommy, mais Non, mais ça fait 100%, ouais, j'avais pas bien compris ta question là-dessus. Et aussi, par contre, il y a un point qui est important que tu as dit dès le début, même si c'est pas votre zone de génie, comme Benoît, tout à l'heure, tu as dit que tu prenais pas de plaisir, mais je pense que c'est important aussi que vous vous confrontiez à la vente, à vendre votre offre de la bonne manière. Déjà, personne vendra mieux votre offre que vous niveau certitude, mais encore une fois, pour savoir, parce que si vous n'avez pas de head-off et qu'on soit clair dans un premier temps, c'est pas du tout la bonne stratégie d'avoir un head-off si tu as un closer, ok, ou deux, mais en fait, si tu ne sais pas aujourd'hui si ton closer que tu as recruté, il est performant ou non, en fait, toi-même, tu vas le limiter. Tu vas limiter le closer et tu vas limiter ta propre boîte parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu sais pas s'il est bon. Tu sais pas c'est quoi ses axes d'amélioration. Lui non plus. Sinon, il serait un player. Ok, donc c'est important pour moi aussi de se confronter à ça et après, derrière,
c'est de pouvoir déléguer à un head of sales, pas se débarrasser, mais déléguer à une personne qui va être plus compétente aussi, qui aura plus de recul que vous pour justement manager ce pôle-là. Mais dans un premier temps, si l'idée c'est ah, je déteste vendre, allez, je mets un closer, en fait, tu vas pas pouvoir analyser, tu vas pas pouvoir grandir. Et on parle tout à l'heure, Benoît, tu en as bien parlé, du manque à gagner en fait d'avoir un B-player. Et je le vois même en ce moment dans le marché avec tous les challenges qu'il y a à plusieurs millions et tout. Mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs millions. Mais quand je regarde, moi, enfin, avec Alex et tout, les closers qu'il y a à l'intérieur, les résultats qu'il y a, je me dis, mais si les gens ils savaient par contre le manque à gagner, ça se compterait aussi en plusieurs millions selon moi. Donc ça, dans un premier temps, c'est vous qui êtes responsable. Et après, pouvoir déléguer à une meilleure personne, un head-off, sales manager. Ouais, j'allais juste demander comment vous savez que c'est un bon closer, quand il faut arrêter de collaborer avec lui, quand il faut recruter quelqu'un d'autre. C'est quel KPI que vous regardez pour savoir, OK, je continue avec lui, c'est un bon closer, et qu'il faut arrêter, il faut recruter quelqu'un d'autre. Déjà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais séparer savoir-être, savoir-faire. Dans un premier temps, si la personne elle n'est pas alignée avec les valeurs de l'entreprise, je vais même pas regarder ses stats. On va pas pouvoir collaborer ensemble, ou si elle n'est pas coachable, si elle n'est pas congruente aussi, si toute la journée elle demande au prospect de sortir de son zone de confort, de se former, d'investir sur soi-même, mais qu'elle ne fait pas pour elle-même. Voilà, si elle n'est pas alignée aux valeurs, Il si elle n'est existe pas beaucoup coachable. ce spécimen. Ce spécimen de Ouais, closer existe beaucoup. Ouais. ce spécimen existe beaucoup en effet, ouais. Donc ça, c'est plus sur la partie savoir-être. Tu vois, Joseph, pour moi, ça va vraiment être la ligne rouge. Où en fait, si tu passes cette ligne, je m'en fous un peu de combien tu fais, je m'en fous de combien tu as généré. C'est juste, on n'est pas les bonnes personnes pour collaborer. Après, plus du coup, sur le savoir-faire au niveau de la technique, déjà, ce que je vais regarder, en dehors de sa technique, en dehors de sa gestion d'objection, de la manière dont il va pitcher, je vais regarder sa posture en appel. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, il a une posture, encore une fois, qui pour moi est alignée à un A-player? Est-ce qu'il a du leadership? Est-ce qu'il a de la certitude dans ce qu'il dit? Est-ce que lui-même aussi, il est convaincu par ça? Est-ce qu'il challenge aussi les prospects? Est-ce qu'il a cette capacité-là? Donc ça, c'est un mix un peu entre le savoir-faire et le savoir-être. Et après, plus sur de la technique même, dans un premier temps, regardez, OK, sur l'école qu'il a fait, c'est quoi ses taux de closing? C'est quoi ses taux d'encaisser aussi? Ça passe après par la proximité. Moi, je vais lui donner de la proximité, dès ses appels, roleplayer avec lui, rapidement identifier les axes d'amélioration. Et pour finalement répondre à ta question, moi, ce que je vois, c'est la courbe d'apprentissage aussi qui est important. Parce que je suis OK d'avoir une personne qui a 4 sur 10, mais si je vois qu'elle est coachable et que rapidement elle apprend et elle met en place, je préfère capitaliser sur du long terme et savoir qu'ensuite je vais pouvoir travailler avec une personne où je sais qu'on va aller chercher des gros résultats, plutôt que passer de 4 à 6 sur 10 et dire bon, c'est mort, je vire, et reprendre un 4 sur 10, le repasser à 6 et le revirer, etc. Par contre, au bout d'un moment, si je vois que la personne elle progresse pas, qu'elle n'arrive pas à atteindre les résultats de l'entreprise, les KPI moyens, par rapport encore une fois au closer en poste, l'idée c'est qu'entre le premier et le dernier, il y ait le moins d'espace possible. Si je vois que cette personne elle est trop loin depuis quelques semaines et qu'on n'arrive pas à passer ce gap, c'est OK, malheureusement c'est pas fait pour tout le monde, et à ce moment-là je me sépare d'elle, quoi. Et on a fait l'erreur au passage juste de parce qu'on était aligné sur le savoir-être avec des personnes, de vouloir les garder pour vouloir les faire monter en compétences. Et c'est triste, mais au bout d'un moment, comme tu as dit Benoît, c'est froid, faut savoir être cold des fois et se dire bon là c'est pas fait pour toi, ou en tout cas aujourd'hui ça correspond pas aux résultats qu'on veut pour aller chercher pour aller chercher nos objectifs. Donc, on arrête la collaboration. On a fait l'erreur de sortir trop tard aussi des personnes. Et c'est pas personnel, encore une fois, tu vois. C'est de se dire que c'est pas personnel. Et moi, c'était quelque chose qui était très dur pour moi, au passage, que je continue à améliorer, mais c'est de se dire, OK, c'est les chiffres qui parlent. Et en fait, je pense que ça facilite les choses aussi. Sur ça, ce genre de décision, c'est facilité si les règles du jeu, elles sont claires dès le départ aussi. Si les règles du jeu, elles sont claires dès le départ, clairement définies que même si on s'entend à tel KPI, telle chose, on devra prendre des décisions qui sont positives ou arrêter la collaboration, ça pourra faciliter ça. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Tommy, pour moi, il y a ce truc de, effectivement, l'implémentation, tu vois. Et j'ai regardé la capacité du closer à implémenter. Je reprends ton exemple, Tommy, parce que on a eu la chance de travailler, enfin, on a la chance de travailler ensemble. Mais Tommy, juste, c'était incroyable, quoi. Au départ, quand on a démarré ensemble, le gars, il est arrivé, on avait un coaching, je lui faisais un feedback. L'appel d'après, c'était implémenté. C'était même implémenté et même en mieux, tu vois. Pourquoi? Parce que Tommy, en fait, tu vois, il était ultra coachable, il est là pour implémenter, il veut toujours apprendre, en fait. Et ce que je vois sur la qualité de chez les closers, et c'est ce que je veux repérer chez eux, c'est leur curiosité, leur capacité à apprendre et leur capacité à vouloir grandir, tu vois, qui est un point hyper important. Donc ça, c'est surtout de la partie savoir-être, et juste pour apporter juste un peu plus de subtilité sur le faire et les KPI aussi. Nous, c'est quand même ce qu'on va beaucoup regarder, outre le taux de close, etc. Ça va être, si on parle de chiffres, ça va être le collected par call et le facturé par call. Si on Le ROI d'un closer en soi. Chez les closers, ce que vous regardez, vous, Benoît et Joseph, ce qu'on regarde, c'est le coût par call. Combien ça nous coûte aujourd'hui pour donner un call à un closer. Donc, supposons le coût par call, il est à 200 €. Le closer, on va lui donner 10 appels. OK, le closer, on lui a donné
en chiffres, on lui a donné 2000 € concrètement. 2000 €, on a payé 2000 € pour lui envoyer du deal. Ce qu'on veut regarder, c'est derrière combien il nous a rapporté en termes de facturé et surtout d'encaissé. Si le closer, il nous a rapporté 2500, on lui a donné 2000, alors que tous les autres closers, ils nous ont rapporté 5000, ok, il y a un décalage. Donc on va beaucoup regarder ça en fait un peu comme des as où on investit 1 €, on en récupère 3 derrière. Mais là, c'est un peu la même chose en soi, c'est on a nos closers, on leur donne 1 €, combien ils nous en ramènent derrière. Ouais, comparé aux autres, parce que si tu lui donnes 1 € et qu'il t'en ramène 3, tu te dis, bah, c'est nickel, tu vois. Et si ton top closer, il t'en ramène 10, bah, t'as un manque à gagner aussi de 7, quoi. Donc ça, c'est important à garder en tête. Mais sans tomber dans le piège, juste, je le dis, parce qu'on aurait pu peut-être tomber dedans aussi, nous, de toujours vouloir plus, en fait, de voir les meilleurs closers. Faut pas tomber dans ce piège-là. Mais par contre, c'est important de regarder entre le premier et le dernier, bah, le gap qu'il y a, c'est ce que tu perds en soi. Donc c'est OK, mais comment tu vas pouvoir te rapprocher de ça au maximum, même si le parfait n'existe pas, surtout sur le marché français du closing, quoi. Ok, juste ça fait, je me dis 1h15. On pourrait tellement continuer et enchaîner, mais on pourrait peut-être continuer dans un autre podcast. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais Ouais, je pense que c'est déjà une bonne base là, en tout cas, tu vois, par rapport aux personnes qui nous regardent. Après, on peut avancer, faire la suite ou rentrer plus en profondeur dans nos sujets, une prochaine fois. Mais en tout cas, ouais, je pense que déjà c'est pas mal là. Ouais, juste moi, bah, c'est peut-être dire, tu vois, je sais pas si vous allez l'aborder, mais pour ceux qui ont regardé, qui sont toujours là, nous dire aussi en commentaire s'il y a des sujets justement spécifiques, des problématiques que vous avez aujourd'hui dans votre business et que vous aimeriez justement qu'on aborde du coup dans les podcasts. L'idée, nous, ça va être de pouvoir être régulier, vous apporter un maximum de valeur. Je pense que vous l'avez compris. Nous, notre objectif, c'est de donner sans attendre derrière un retour. Vraiment, on est, je pense, passionnés. Réellement, en tout cas, je parle pour nous quatre, hein, mais passionnés du business, passionnés aussi du marketing, de la vente. On n'a pas parlé de la dernière étape qui est pour moi aussi la plus importante et c'est pareil pour tous les quatre, c'est la livraison. Encore une fois, vous avez beau avoir le meilleur marketing, meilleure vente, derrière si vous délivrez pas, il y en a beaucoup sur le marché qui ont oublié ce dernier point. Vous n'irez pas chercher de résultats. Mais juste, voilà, l'idée, c'est de vous partager un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas déjà à liker et à nous dire en commentaire aussi des sujets que vous aimeriez qu'on aborde pour qu'on puisse vous aider au mieux, quoi. Non, bah, c'est magnifique, hein. On a tout balayé de l'offre, de l'avatar en profondeur, le tunnel, les ads, le closing, la livraison. Donc ouais, effectivement, juste l'avatar, ça pourrait être un podcast de 5 heures. Donc c'est cool. Au moins, on en a sous la pédale pour d'autres épisodes. Je pense on est good. On peut s'arrêter là. Si jamais il y en a qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait et qui veulent travailler avec nous pour qu'on installe justement nos process dans leur boîte, il y aura sûrement un lien de réservation. même les accompagner au niveau closing et tout, tu vois, avec Alex et Tommy. Il y Ouais, aura de un manière lien. aussi que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est ce que nous on fait pour nos clients dans Scaling Circle. Et s'il y en a qui pensent que on n'est pas trop con et qu'on est capable d'implémenter ces résultats dans leur boîte, ouais, réservez un appel et on vous closera de manière éthique et responsable. Bon, ben, see you guys, on se voit dans le prochain épisode et il faut qu'on trouve un nom pour la prochaine fois. Yes, yes. All right, les gars. Ciao, les gars. Ciao. 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 Ciao.